Garant de l'indépendance du Saint-Siège, l'État de la Cité du Vatican conserve avec précaution ses prérogatives régaliennes. Justice, citoyenneté ou encore maintien de l'ordre sont donc assurés par des entités relevant directement du pouvoir du successeur de Pierre, chef absolu de ce territoire de 44 hectares. L'article 3 des Accords du Latran stipule que l'État du Vatican est créé pour des fins spéciales, c'est-à-dire spirituelles. Pour autant, la vie quotidienne y est régie comme dans n'importe quel pays. Ainsi, toutes les décisions administratives, les règlements, mais aussi les lois sont publiées en italien dans le bulletin officiel Acta Apostolicae Sedis. En tant que territoire indépendant et souverain, le Vatican dispose de forces armées pour assurer sa défense, la garde suisse pontificale et la gendarmerie vaticane. Les premiers protègent le pape et assurent la surveillance du palais apostolique, et la gendarmerie du Vatican fait quant à elle office de police administrative, judiciaire et douanière, tout en assurant le maintien de l'ordre. Seule la protection de la place Saint-Pierre se déroule en coopération avec les carabiniers italiens. Pour les décisions de justice, le Vatican se fonde sur le droit canonique et les lois édictées par le pape, mais aussi sur la loi italienne. Le petit État peut donc toutefois demander à l'Italie de juger et d'emprisonner les suspects de crimes commis sur son territoire. Ce fut notamment le cas pour Ali Aqsa, auteur d'une tentative d'assassinat sur Saint Jean-Paul II en 1981. Au sein du Vatican, il n'existe pas de droit du sang ou de droit du sol. Seule la citoyenneté existe et non la nationalité. Cette citoyenneté particulière est conditionnée par l'exercice de certaines fonctions au sein de l'État ou du Saint-Siège. Ainsi, si 800 personnes habitent le Vatican, seules 450 en ont le passeport, notamment les chefs de dicaster, les diplomates et les gardes suisses. Temporaire, cette citoyenneté vient donc s'ajouter à la nationalité d'origine. Le 1er janvier 2002, l'État de la Cité du Vatican est autorisé à émettre des euros. Ils sont toutefois frappés par la monnaie italienne, la Cité n'étant pas membre de l'Union européenne. La monnaie commune remplace la lire vaticane, utilisée jusqu'alors. Dans un premier temps, les euros du Vatican arboraient le visage du souverain pontife régnant. Cependant, depuis 2017, le pape François a demandé de ne plus être représenté lui-même, mais d'y apposer son blason. L'État du Vatican ne perçoit aucun impôt direct ni indirect, ce qui permet à ces deux magasins, une boutique située dans la gare et le supermarché La Nonna, d'offrir des produits à des prix détaxés. L'accès n'est néanmoins pas permis aux pèlerins et touristes, mais seulement aux employés du Vatican et au personnel diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège. La cité dispose de transports indépendants. En effet, afin de garantir l'indépendance du territoire, les papes ont voulu disposer de leurs propres moyens de transport. Ainsi, une gare financée par l'Italie est inaugurée en 1933 sous le pontificat du pape Pie XI. Elle a toutefois été très peu utilisée par les pontifes, seulement pour des occasions très particulières, comme pour les rencontres interreligieuses et œcuméniques à Assise. Même Jean-Paul II, qui a pourtant parcouru des milliers de kilomètres en avion, ne l'a employé que 2 fois durant les 26 ans de son long pontificat. Les voies ferrées n'étant pas électrifiées, les trains prêtés par l'Italie sont conduits par une locomotive diesel. Cette gare est désormais utilisée tous les samedis matins par les musées du Vatican pour permettre à des visiteurs de rejoindre la villa de Castel Gandolfo. Le Vatican possède également un héliport construit en 1976. À l'origine, prévu pour un usage personnel et exclusif du pape, il soutient depuis 2015 l'hôpital pontifical du Bambino Gesù. Paul VI avait souhaité sa création pour se rendre dans sa résidence d'été à Castel Gandolfo sans créer d'embouteillage pour les Romains. Encore une fois, le pontife ne possède pas l'appareil qui lui est prêté par l'armée de l'air italienne. En guise de constitution, le fonctionnement de l'administration vaticane obéit à la loi fondamentale du 26 novembre 2000
Deux entités sont chargées de veiller à son application, le gouvernorat de l'État de la Cité du Vatican et la Commission pontificale pour l'État du Vatican. D'un point de vue géographique, l'État se situe à proximité de la rive droite du Tibre, sur une petite colline que l'on appelle la colline du Vatican, et dès avant la naissance du Christ, on y construisit quelques villas. L'empereur romain Caligula y fit réaliser un cirque privé, et c'est là que, dans les jardins adjacents, qu'eut lieu le martyre de bien des chrétiens de Rome, notamment à l'époque de l'empereur Néron. Saint Pierre, le premier pape, fut enterré au nord de ce cirque dans une nécropole qui longeait une route secondaire, et sur le lieu de sa sépulture, l'empereur Constantin fit édifier entre 324 et 326 une basilique grandiose qui fut substituée par l'actuelle basilique au cours des XVIe et XVIIe siècles. Le territoire de l'État couvre une superficie de 0,44 km², soit 44 hectares. Il est entouré en partie de murs et s'étend sur la place Saint-Pierre jusqu'à la bande de travertin qui relie au sol les extrémités externes des deux ailes de la colonnade, marquant ainsi la limite de l'État au niveau de la place à laquelle on accède habituellement librement. Bien que faisant partie du territoire de l'État de la Cité du Vatican, cette place est également soumise au contrôle des forces de la police de la République italienne, comme mentionné précédemment. On accède à l'intérieur de l'État par 5 entrées dont le contrôle est confié à la garde suisse pontificale et au corps de la gendarmerie de l'État. Le Vatican, en tant qu'organisme souverain de droit public universellement reconnu, a non seulement son propre drapeau, mais également son hymne national officiel. Depuis 1949, il s'agit de la marche pontificale composée par le célèbre musicien français et fervent catholique Charles Gounod, connu depuis longtemps pour ses compositions musicales et en particulier pour l'opéra de Faust et la splendide mélodie de l'Ave Maria. C'est en effet par décision du vénérable pape Pie XII que le 16 octobre 1949, cette marche de Gounod a remplacé l'ancienne marche triomphale de Hohlmeier. Pour sa représentation sur l'échiquier mondial, le Saint-Siège dispose d'un atout de taille, l'indépendance du Vatican. Ce n'est en effet pas le territoire qui est représenté auprès des autres pays, mais bien le gouvernement de l'Église catholique. Grâce à cette infime attache territoriale de 44 hectares, l'Église peut se révéler un acteur majeur et reconnu sur la scène internationale. La finalité de l'Église est avant tout de nature pastorale, c'est-à-dire porter Dieu aux hommes et les hommes à Dieu. L'action internationale de l'Église ne travaille pas pour défendre un pouvoir, mais pour que les routes du monde soient ouvertes au Christ, comme l'avait affirmé le pape Benoît XVI en mai 2005. Comme le Saint-Siège n'a aucun intérêt territorial, il peut donc présenter avec une grande liberté les raisons des uns et des autres. L'Église cherche ainsi à exprimer sa solidarité pour les populations avec un langage universel puisé dans l'Évangile. Sa diplomatie doit être sacerdotale, d'après le pape François, lors d'une visite à l'école des nonces, c'est-à-dire les diplomates du Vatican, en mai 2017. Le pontife ayant demandé aux élèves de mettre en œuvre une diplomatie à genoux, tirer leurs forces de la prière. Depuis l'établissement en 2017 des relations avec le Myanmar, le vaste réseau diplomatique du Saint-Siège couvre 183 des 194 États reconnus par l'ONU. Il y dispose soit d'une nonciature sur place, dans 106 pays, soit une nonciature régionale dans 77 pays. Un réseau immense qui en fait la plus grande puissance diplomatique du monde. En comparaison, la Chine a un ambassadeur dans 169 pays, les États-Unis dans 168 et la France dans 61 pays. Seuls quelques États n'entretiennent pas de relations diplomatiques avec le Saint-Siège, notamment l'Arabie Saoudite, la Corée du Nord ou encore la Chine. Début 2018, les ambassadeurs près le Saint-Siège de 89 pays vivent de façon permanente à Rome. Les nonces résidents sont quant à eux une centaine. Pour le plus petit État du monde, ce tissu planétaire tricoté au fil des ans représente une dizaine de pays de plus qu'en 2005, un nombre qui a plus que doublé en 40 ans.
Le Saint-Siège se montre en effet désireux d'établir des relations avec tous les États, quel que soit leur régime politique ou la conviction religieuse de leurs citoyens. La diplomatie vaticane suppose des moyens adaptés. Si le pape la personnifie, il est secondé par son bras droit, le secrétaire d'État, sorte de Premier ministre, chef de gouvernement et de ministre des Affaires étrangères à la fois. Tous deux s'appuient sur la section pour les relations avec les États, tête de l'édifice diplomatique du Saint-Siège. Pour disposer de toute son amplitude diplomatique et exister sur la scène internationale, le pontife romain peut compter sur les nonces apostoliques, ces ambassadeurs chargés de représenter les intérêts du siège apostolique hors du Vatican. Ce sont les principaux agents de la diplomatie pontificale, héritiers d'une longue tradition millénaire. Ces prélats de toute nationalité sont formés à l'Académie pontificale ecclésiastique, l'école de la diplomatie vaticane. Depuis 1964, le Saint-Siège est par ailleurs membre des Nations Unies à titre d'observateur. Ainsi, la mission diplomatique du Vatican à l'ONU ne comprend pas d'ambassadeurs mais des observateurs permanents. S'il ne peut donc pas voter, décision prise librement dès l'origine afin de garder sa neutralité, il peut toutefois suivre de près les travaux et mettre son expérience au profit de la paix. En outre, le Saint-Siège bénéficie du statut d'État membre dans 11 organisations internationales et intergouvernementales, notamment le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l'Organisation internationale pour l'immigration ou encore l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Les voyages représentent enfin un important moyen pour les souverains pontifes d'assurer la visibilité et la crédibilité du Saint-Siège sur la scène internationale. Très nombreux sur les 3 derniers pontificats, ils rassemblent des foules immenses. Parallèlement et très régulièrement, les audiences accordées à de nombreux chefs d'État permettent au pape de leur adresser personnellement des messages. À côté de la voix officielle, le Vatican peut déployer sa diplomatie à travers ses médias. Ainsi, lors de la guerre froide, les informations de Radio Vatican pouvaient passer outre le rideau de fer. De nos jours, le pape François s'appuie également sur la diplomatie de l'art grâce au musée du Vatican, la rencontre culturelle permettant de faciliter le dialogue. Concernant son autorité au sein de son propre État et concentrant dans sa main les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, le pape est un des derniers monarques absolus au monde. Par son élection et l'étendue de ses prérogatives, il ne ressemble en rien à un chef d'État classique. À la tête du plus petit État du monde et du Saint-Siège, représentation juridique de l'Église catholique au plan international, le pape gouverne actuellement sans réel contre-pouvoir. Mais la monarchie vaticane a aussi dû être rénovée au cours des dernières décennies. Saint Paul VI, avec le Motu Proprio Pontificalis Domus de mars 1969, a réorganisé la maison pontificale, supprimant un certain nombre d'offices désuets comme le titre de cardinal palatin, le haut chambellan et le théologien du pape. Paul VI a transformé les camériers de cape et d'épée en gentilshommes de sa sainteté. Ces derniers sont chargés de missions de représentation comme l'accueil d'un chef d'État étranger. Cependant, le Saint-Siège n'en recrute plus depuis mai 2013. Tous sont issus de la noblesse romaine ou de la haute bourgeoisie. À l'instar des autres chefs d'État, le pape peut aussi distinguer par des décorations. Réformé par le bref pontifical Multam ad existendos de février 1905, il existe 7 ordres pontificaux, dont le prestigieux ordre de Saint-Sylvestre et 3 associés au Saint-Siège. Certains attributs monarchiques ont en revanche été progressivement abandonnés au fur et à mesure. Jusqu'au pape Jean-Paul Ier, le pontife nouvellement élu était également sacré et couronné dans la basilique Saint-Pierre. Au cours de cette cérémonie, le successeur de Saint-Pierre recevait la tiare papale, aussi appelée trirègne. Sur celle-ci, 3 couronnes se succédaient. Elles représentaient respectivement le pouvoir spirituel en tant que vicaire du Christ, le pouvoir temporel avec un pouvoir de juridiction comme héritier de Saint-Pierre, et enfin l'autorité sur les rois que le chef de l'Église pouvait couronner et déposer. Abandonnée depuis Paul VI, la tiare est toujours représentée sur les armoiries du pape et du Vatican. Depuis Benoît XVI, une mitre d'évêque remplace la tiare.
Toutefois, 3 bandes horizontales sur la mitre rappellent les antiques couronnes. Depuis le 27 septembre 1978, veille de la mort du bienheureux pape Jean-Paul Ier, un autre attribut monarchique a été délaissé, la sede gestatoria, le trône mobile. Comme pour expliquer l'abandon de ce décorum, Benoît XVI avait déclaré le 7 mai 2005, lors de sa prise de possession de sa chaire d'évêque de Rome à la basilique Saint-Jean du Latran, « Le pape n'est pas un souverain absolu. Le ministère du pape est la garantie de l'obéissance envers le Christ et envers sa parole. » Une fois élu sur la chaire de l'apôtre Pierre, il est demandé à son successeur de choisir une devise et des armoiries. Ces armes sont représentées dans toute la cité du Vatican, mais on les retrouve ailleurs également, sur certains plafonds, sur les frontons des églises de la ville de Rome, sculptés au niveau du sol ou encore sur les balustrades. Depuis 2017, comme vu précédemment, le blason personnel du pape François se retrouve également sur les euros émis par l'État de la Cité du Vatican. Auparavant, il s'agissait du visage du pontife, comme dans les autres pays monarchiques. Ce changement reste mineur puisqu'il ne vient pas bouleverser le symbolisme, à savoir que la prérogative de la frappe de la monnaie reste in fine dans les mains du pape, certes en accord avec les règles de la zone euro. De même, le visage du souverain pontife se retrouve aussi sur les timbres vendus par le plus petit État du monde. En cas de vacance du siège apostolique, c'est-à-dire la période entre la mort ou la renonciation d'un pape et l'élection de son successeur, le Vatican émet des euros et des timbres sur lesquels figurent les armes du sede vacante, c'est-à-dire du siège vacant, l'ombrellino, sorte d'ombrelle plate or et rouge, et les clés entrecroisées de Saint-Pierre. Par ailleurs, un portrait officiel de l'évêque de Rome est réalisé peu après son élection et ce portrait est ensuite exposé dans toutes les administrations du Vatican. Certains attributs de la souveraineté ont toutefois disparu. Par exemple, les flabellas, ces grands éventails en plumes d'autruche, montés sur une hampe et disposés de part et d'autre du pontife lors des cérémonies avant le Concile Vatican II. Il s'agissait peut-être d'un des symboles de souveraineté les plus anciens, puisqu'il remonte à l'Égypte antique. À l'époque, seul Pharaon y avait le droit, et être porte flabellum était un des plus grands honneurs. Les symboles de souveraineté ne sont pas tous historiques, et certains n'ont que quelques décennies. Ainsi, le Vatican a pu obtenir une extension Internet nationale dès 1995. Il en est aussi le gestionnaire. Si désormais ces extensions se libéralisent, elles étaient à l'époque réservées aux territoires indépendants. Le Saint-Siège a d'ailleurs ouvert sa page internet officielle vatican.va dès le 25 décembre de la même année, soit bien avant bon nombre d'autres États. Preuve que si le Vatican maintient l'héritage de symboles à travers les siècles, il sait aussi en accueillir de nouveaux.